Et si les sanctions américaines avaient fabriqué le rival qu'elles voulaient étouffer. Nvidia, depuis environ 14 ans, règne sur le calcul IA au point d'écraser littéralement le marché. D'ailleurs, une présentation IDC, International Data Corporation, donne 85,2% de part de marché sur les AI accelerators. Pendant ce temps, Huawei, pourtant ciblé depuis des années par les restrictions américaines, ne se replie pas. Il bascule sur une stratégie d'une ruse redoutable. Vendre non pas le meilleur, mais le plus disponible. Et surtout, l'assurer. Dans un monde où l'accès au calcul devient une variable géopolitique. Alors une question simple émerge. Comment Huawei peut-il défier Nvidia sur le terrain du calcul IA après des années de restrictions? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui pousse finalement Huawei à viser de nouveau des marchés hors de Chine? Et à quel prix? Entre la force brute des systèmes Huawei comme Cloud Matrix, la facture énergétique et un verrou réglementaire qui pèse sur toute la chaîne, qu'est-ce que cette offensive annonce pour l'avenir du marché de l'IA? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter l'offensive de Huawei face à Nvidia sur le terrain stratégique du calcul IA. Si ce genre de contenu te fascine, like, partage et abonne-toi, car il y en aura plein d'autres. Revenons sur les raisons réelles et profondes, pas juste les raisons de surface, pour lesquelles Huawei avait subi des restrictions. Depuis 2016, Huawei n'est plus perçu à Washington comme un simple champion industriel. À ce moment-là, la question était de savoir qui contrôle les tuyaux du numérique. Car Huawei n'est pas seulement un vendeur de téléphones, c'est un fournisseur d'équipements télécom qui entre au cœur des réseaux 4 et 5G. Les antennes et stations de base, les routeurs, les switches et surtout une partie du cœur du réseau qui gère l'authentification, le routage des communications et une grande partie du trafic. Alors la 5G n'est pas qu'un internet plus rapide, c'est la couche qui doit connecter des systèmes critiques, entreprises, hôpitaux, ports, énergie, défense, objets industriels. Quand une entreprise est centrale dans cette infrastructure, elle devient automatiquement un sujet de sécurité nationale. Le risque est donc ainsi évoqué par les autorités américaines. C'est de l'espionnage, la compromission ou alors la dépendance stratégique. À partir de 2019 donc, le durcissement devient concret. Les États-Unis installent un cadre qui ne vise pas seulement Huawei en tant que marque, mais ce qui fait sa puissance industrielle, l'accès aux technologies clés et à la chaîne de production. Concrètement, cela signifie que de nombreux produits et services deviennent soumis à licence et donc potentiellement bloqués. Par exemple, technologies et logiciels tels que des logiciels américains de conception électronique, des outils de développement ainsi que certaines briques logicielles critiques. On parle aussi de certains composants bloqués tels que des puces avancées, certains circuits pour data centers, des composants radio et réseau, chaînes industrielles, par exemple, accès indirect aux équipements et technologies nécessaires pour faire fabriquer des puces avancées en volume via des fonderies et fournisseurs internationaux. Le but opérationnel est simple, rendre l'approvisionnement plus lent, plus cher, plus incertain et point clé, ces règles peuvent toucher des fournisseurs non américains dès lors qu'une technologie américaine intervient dans la fabrication ou dans la conception. Et c'est bien là que tout se renverse. Ces restrictions freinent Huawei. Elles compliquent l'accès à des composants avancés. Elles perturbent des écosystèmes logiciels. Elles rendent la montée en gamme industrielle plus coûteuse. Elles forcent donc Huawei à changer de stratégie. Au lieu de courir après la perfection classique, Huawei cherche la résilience, exploiter ce qu'il peut livrer, compenser par des systèmes qui lui sont propres, basculer vers le service et le cloud quand le matériel devient un champ de bataille et vendre une promesse devenue rare, l'existence d'une alternative quand l'accès au calcul peut devenir une politique dictée par les USA. Et c'est ici que l'offensive commence vraiment. Parce qu'une fois l'accès restreint, il faut répondre à cette question. Comment continuer à livrer et à exister dans un marché dominé par Nvidia? Huawei ne commence pas cette offensive par un duel frontal de performance. Il commence par réaliser que, dans l'IA, celui qui gagne n'est pas toujours celui qui a la meilleure puce. C'est souvent celui qui peut livrer, ici et maintenant. C'est là qu'entre en jeu ce que certains observateurs décrivent comme un héritage de stock et de capacités accumulées avant les durcissements. Un capital de puces ASCEND plus anciennes, notamment les 910B que Huawei peut mobiliser comme un levier. Le volume exact fait débat selon les estimations, mais l'idée est
stable. Huawei dispose d'un matelas qui lui permet d'entrer sur des marchés où la demande est urgente et où les délais, les quotas ou les contraintes politiques deviennent un problème. Et les marchés ne sont pas choisis au hasard. Le Golfe, par exemple, est en pleine accélération sur les data centers et les ambitions IA. Dans ce contexte, acheter des puces plus anciennes mais disponibles, c'est parfois un arbitrage rationnel. On préfère démarrer un programme national maintenant plutôt que d'attendre la disponibilité parfaite. Même logique en Asie du Sud-Est. La croissance numérique y est rapide. Les projets IA se multiplient et la dépendance à un seul fournisseur devient un risque stratégique. Huawei avance donc avec une offre pragmatique, des livraisons en quantité, testées, ciblées. Pas de raz-de-marée, mais une brèche. Une manière de s'installer sans provoquer immédiatement une confrontation totale. Huawei, c'est une chose. Le matériel ne suffit pas. Surtout quand l'export devient sensible et que l'approvisionnement n'est pas illimité. Alors, Huawei pousse un deuxième modèle, beaucoup plus intéressant stratégiquement. Vendre l'accès au calcul plutôt que vendre la puce. Concrètement, l'idée est de faire tourner la puissance sur des infrastructures basées en Chine et de permettre à des clients étrangers d'y accéder à distance, comme on louerait une capacité cloud. C'est un mouvement extrêmement pragmatique. Si vous ne pouvez pas exporter facilement un système de dernière génération, vous pouvez exporter son usage. Le bénéfice est évident. Ce modèle transforme une contrainte business. Il crée des revenus récurrents, il évite certains blocages logistiques et il permet à Huawei de proposer une porte d'entrée à ceux qui veulent du calcul sans s'exposer à une chaîne d'approvisionnement trop fragile ou une installation trop lourde. Il est vrai que cette porte a un prix et le prix est politique et opérationnel. Latence, dépendance à une infrastructure hors du pays client, question de souveraineté des données et surtout un environnement réglementaire où l'usage de certaines technologies chinoises peut devenir un sujet sensible. Malgré tout, Huawei essaie de vendre non pas seulement une solution technique, mais aussi une option. Et une option dans l'IA peut valoir très cher quand l'accès devient incertain. Et c'est là que la bataille change de nature. Entrer sur le marché avec la disponibilité, c'est une chose. Mais pour être crédible face à Nvidia, Huawei doit aussi prouver autre chose. La puissance à l'échelle des systèmes. Et c'est là que commence le pari le plus risqué, la force brute. Une fois que Huawei a ouvert la porte avec la disponibilité, il lui reste un problème à résoudre, la crédibilité. Parce que dans l'IA, il ne suffit pas d'être présent sur un marché. Il faut convaincre que l'on peut tenir la charge à l'échelle des grands entraînements et des grands data centers. C'est là donc qu'entre en scène Cloud Matrix 384. Le message est simple. Huawei ne veut plus être vu comme un fournisseur de substitution. Il veut être vu comme un fournisseur de capacité, un fournisseur clé. La logique de Cloud Matrix est brute. Multiplier les puces, les interconnecter et déplacer l'avantage du niveau puce vers le niveau système. On n'essaie pas de gagner par la finesse, on essaie de gagner par agrégation. En d'autres termes, si une puce Huawei ne peut pas rivaliser avec le haut de gamme de Nvidia, Huawei compense en alignant des centaines dans un même ensemble, en les faisant ainsi travailler en un seul bloc. Huawei vend donc le système, l'ensemble du cluster en bloc et pas juste une puce IA. L'objectif n'est plus d'avoir la meilleure unité, mais la meilleure masse utile. Plus de puces, donc plus de parallélisme, donc plus de débit global. Et une architecture pensée pour que cette armée de processeurs se comporte comme une seule machine. Sur le papier, les chiffres avancés dans l'industrie pour ce type de configuration sont faits pour frapper. Attention, on parle d'un ordre de grandeur autour de 300 pétaflops, soit 300 millions de milliards d'opérations en calcul BF16 dense, le Brain Floating Point. Globalement, c'est un format numérique sur 16 bits conçu par Google pour accélérer le calcul intensif, principalement dans l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, si une opération était un battement de paupières, alors en une seconde, cette machine cligne des yeux autant de fois que l'humanité tout entière ne l'a fait depuis l'apparition supposée de l'écriture il y a 5000 ans. Ce n'est donc pas un détail marketing, c'est une manière de dire au marché noir sur blanc, nous pouvons rivaliser à l'échelle du rack et du cluster dans ce marché complexe. La force brute a cependant une contrepartie, l'énergie. Détrompez-vous, le problème ici n'est pas philosophique, il est purement comptable. Chaque point de puissance supplémentaire se paie en kilowatts, en refroidissement, en densité, en maintenance et donc en coût total d'exploitation. Des estimations techniques largement représentant la presse spécialisée décrivent un écart massif de consommation entre cette approche et les solutions concurrentes. L'ordre de grandeur cité tourne autour de 600 kW pour un Supernode Cloud Matrix contre 100
245 kW pour un rack NVL72 de Nvidia. Et c'est ici que le calcul change car dans certains pays, cette pénalité énergétique peut être absorbée. Électricité abondante, foncier, refroidissement, infrastructure déjà dimensionnée. Dans d'autres, elle devient un frein structurel. Ce que Huawei gagne en puissance brute dans les pays où il livrerait cette technologie de calcul, il le perd potentiellement en performance par watt et donc en compétitivité dans les environnements, donc les pays où l'énergie est chère, limitée ou potentiellement sensible. C'est dans ce genre de contexte que l'allocation de la puissance de calcul IA directement depuis la Chine par ses pays partenaires prend encore plus son sens. Car en matière de production énergétique en grande échelle, la Chine est plutôt bien nantie. Mais au-delà de ça, la Chine ne se limite pas à exporter du matériel ou à louer son infrastructure. Elle finance et construit des infrastructures électriques dans de nombreux pays partenaires, souvent via des projets de développement énergétique, barrages, centrales, réseaux haute tension, sans les présenter explicitement comme liés à l'IA. Cette stratégie augmente l'offre d'électricité locale et rend soutenable l'installation d'infrastructures numériques très énergivores. Tout ceci fait que dans ces pays, l'électricité devient moins un frein économique ou politique, ce qui permet ensuite à des acteurs comme Huawei d'y déployer télécom, data centers et solutions de calcul. Autrement dit, la Chine ne corrige pas toujours la pénalité énergétique de cette technologie. Elle construit l'environnement capable de l'absorber. Et c'est très malin. Je voudrais parler maintenant d'une couche, souvent invisible mais absolument décisive, l'écosystème. Dans l'IA, la puissance brute ne vaut quelque chose que si elle est exploitable vite, proprement et à grande échelle, par des équipes qui doivent livrer des résultats, pas réinventer leur chaîne de production. C'est ici qu'NVIDIA conserve encore un avantage structurel. Au-delà des GPU, il y a un standard de fait, un environnement logiciel mature, des outils, des bibliothèques optimisées et surtout une compatibilité naturelle, avec une immense partie du workflow existant. Huawei de son côté construit sa pile, ses outils, ses frameworks, ses couches d'optimisation. Et techniquement, ça progresse. Mais économiquement, le marché ne raisonne pas seulement en performance. Il raisonne en coût de migration. Migrer, ce n'est pas changer une carte, passer d'une puce à l'autre. C'est revalider les modèles, réécrire des briques, réentraîner des équipes, adapter le monitoring, les pipelines, les drivers, qu'on appelle pilotes, les optimisations, la maintenance. C'est aussi prendre un risque, perdre du temps, perdre en stabilité ou découvrir que certaines optimisations critiques n'existent tout simplement pas ou pas encore dans la nouvelle solution. Et c'est bien là la friction. La friction, c'est tout ce qui ralentit l'adoption. La courbe d'apprentissage, la compatibilité logicielle, la disponibilité des profils, la documentation, les bugs, le support, la maturité des outils. Dans le monde réel, ce coût invisible peut écraser un gain de performance théorique. Autrement dit, dans la guerre du calcul IA, vous ne gagnerez pas seulement en affichant des chiffres. Vous gagnerez quand l'industrie peut basculer sans douleur. Et aujourd'hui, cette douleur reste l'un des remparts les plus solides autour de Nvidia. C'est complètement à son avantage. La Chine a donc compris que, dans la guerre de l'IA, le véritable avantage de Nvidia ne réside pas seulement dans la puissance de ses GPU, mais dans la friction que son écosystème impose au changement. Migrer, ce n'est pas remplacer une carte, c'est réécrire des outils, revalider des modèles, reformer les équipes, accepter des risques opérationnels. Alors pour contrer cela, la Chine ne cherche pas la rupture frontale, mais l'absorption progressive, compatibilité assistée avec les frameworks existants, pile logicielle complète, outils de migration, formation massive des talents et intégration verticale, pensée pour réduire chaque point de douleur invisible qui freine l'adoption. Mais surtout, Pékin déplace le terrain de jeu. Là où l'Occident raisonne en performance et en efficacité, la Chine introduit la contrainte, la souveraineté et le risque géopolitique. Dans un monde où l'accès au calcul peut devenir incertain du fait de sanctions par exemple, le coût de migration finit par peser moins lourd que le coût de la dépendance. À partir de ce moment, la concurrence ne se joue plus sur les benchmarks, mais sur l'accessibilité, la résilience et le contrôle ou les garanties qu'un pays peut avoir sur ses outils. Ainsi, l'écosystème cesse d'être un avantage purement technique pour devenir un enjeu stratégique. À partir d'ici, on ne regarde plus seulement les machines. On regarde un marché qui se reprogramme. Pendant des années, la hiérarchie était simple. Le meilleur matériel, le meilleur écosystème
gagne. Mais depuis que le monde s'est aperçu que l'accès au calcul peut être limité, retardé ou conditionné par les États-Unis, un nouveau critère est entré dans la décision, la continuité de l'approvisionnement. C'est là que la proposition de Huawei devient particulière. Nvidia vend la performance maximale et un standard industriel. Huawei, lui, vend quelque chose de plus politique, la promesse d'une voie alternative. Dans un marché normal, on compare des benchmarks. Dans un marché sous tension, on compare des scénarios de risque, délai, quota, rupture, dépendance à un seul camp. Et Huawei tente d'exister précisément dans cet espace-là. Un segment où le critère principal n'est plus le meilleur, mais le disponible et l'assuré. Le message au fond est très simple. Vous n'achetez pas seulement une performance, vous achetez une option de continuité, une alternative à la dépendance vis-à-vis de l'Amérique. Et ça tombe bien parce que le monde a déjà vu ce que signifie concrètement perdre l'accès à des technologies clés du jour au lendemain, avec Huawei comme cas d'école. Mais cette promesse a une contrepartie immédiate, le verrou réglementaire. Dans cette guerre, le hardware n'est plus une marchandise neutre, il devient un objet de conformité. Pour certains acheteurs, choisir Huawei ne se résume pas à un calcul technique ou économique. C'est un choix qui peut déclencher des questions juridiques, des audits, des prudences bancaires et des hésitations chez les partenaires suite aux restrictions américaines qui sont toujours en cours. Autrement dit, la disponibilité stratégique n'est pas gratuite. Elle s'achète aussi avec un niveau de risque politique et réglementaire que tous ne peuvent pas ou ne veulent pas assumer. Résultat, le marché se trie de lui-même. D'un côté, ceux qui veulent accélérer vite, lancer des clusters, démarrer des programmes nationaux, prendre de l'avance, même si le matériel est moins optimal. Car n'oubliez pas, la Chine et Huawei peuvent délivrer plus vite et en plus grande quantité, même si le système est parfois moins performant que ceux d'Nvidia. De l'autre côté, on a ceux pour qui la souveraineté est un objectif en soi. Réduire la dépendance, multiplier les options, éviter qu'une décision extérieure ne puisse ralentir un plan stratégique. Et en face finalement, on a les acteurs plus assujettis aux chaînes occidentales, qui préfèrent rester bien au chaud là où ils sont. La concurrence ne se joue donc plus uniquement sur la performance, elle se joue sur un terrain plus dur, plus contemporain, l'alignement géopolitique. Au fond, cette histoire ne raconte pas seulement une bataille de puces, elle raconte une bascule de notre époque. Pendant des années, l'IA a fonctionné sur une règle simple, le meilleur gagne. Plus de performance, plus d'efficacité, plus d'outils, plus d'ingénieurs, et le marché s'aligne. Nvidia a bâti sa domination sur cette logique-là. Une excellence technique, un écosystème devenu standard, une industrie qui avance vite parce qu'elle avance sans friction, ou pour être plus exact, qui avance avec tous les avantages du monde de son côté. Huawei, lui, arrive avec une logique pratiquement inverse. Pas la perfection, la continuité. Pas seulement la performance, l'accès. Dans un monde où une décision politique peut ralentir une chaîne d'approvisionnement, où la migration d'un écosystème coûte des mois et où l'énergie devient une ligne comptable aussi importante que la puissance. Dans cet environnement-là, Huawei mise sur une idée froide mais redoutable. Être la solution qui existe quand la solution idéale n'est plus garantie. Et c'est là que le paradoxe devient central. Les restrictions étaient censées freiner un acteur. Elles ont aussi contribué à fabriquer un profil de rival, durci par la contrainte, plus pragmatique, plus systémique, plus résilient. Pas forcément le concurrent le plus élégant, mais celui qui sait le mieux survivre dans un marché incertain. Alors la question finale, elle est simple et elle est volontairement inconfortable. Dans le monde qui vient, qu'est-ce qui pèsera le plus lourd? La performance absolue de Nvidia ou la promesse d'accès alternatif portée par Huawei? Est-ce qu'on va vers un marché où un standard unique continue d'écraser tout le reste? Ou vers un monde où l'IA se fragmente avec deux trajectoires et deux visions du futur? Et vers qui votre choix se porterait-il? Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Merci d'avoir regardé jusque-là. Une fois de plus, n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui pousse à continuer. Et surtout, j'attends vos retours en commentaire. Laquelle des deux approches, Huawei, Nvidia, vous encourage-t-elle? À la prochaine pour une nouvelle exploration technologique.